Bonjour à tous et bienvenue à la semaine de la prévention. Bienvenue dans ce webinaire sur le thème de l'anticipation et de l'organisation des clés d'un chantier sans danger. Je me présente, je suis Virginie Santos, conseillère prévention à l'OPP-BTP pour la région Bretagne. Je suis accompagnée de ma collègue Véronique Bazin, conseillère prévention à l'OPP-BTP pour la Nouvelle-Aquitaine, qui aura pour rôle de modératrice, qui vous poussera tout au long de la session des liens en lien avec le sujet évoqué, ainsi que vous pourrez lui poser des questions directement sur le chat. Je vais laisser mes co-animateurs se présenter. Bonjour, donc Jean-Michel Bachelot, moi je suis ingénieur conseil à la CARSAT des Pays de la Loire et j'ai en charge la prévention dans le secteur du BTP. Je travaille donc régulièrement avec mes collègues des services santé au travail et de l'OPP-BTP pour exercer cette mission. Et bonjour à tous, Jérémy Laurière, je suis technicien hygiène et sécurité à l'AMCO BTP et je rayonne donc sur la Haute-Vienne, la Creuse et la Dordogne. Donc, comme vous pouvez le voir et comme vous les participants, nous venons de toutes les régions de France. Nous tenions à rappeler que la semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment et nous allons vous montrer une petite vidéo sur la semaine de la prévention. Prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier, c'est risqué. Ça vous dit ? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun, si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié. Une semaine pour découvrir des solutions prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les SPST-BTP et la CNAM. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite information. Donc, si vous avez des problèmes techniques pour vous connecter, notamment, n'hésitez pas à utiliser le point d'interrogation qui se trouve en bas à droite, où vous pourrez rentrer directement en lien donc avec la régie. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions avec notre modératrice. Alors, comment va se passer ce webinaire, donc cette heure que nous allons passer ensemble? Donc, la thématique, c'est sur l'anticipation et l'organisation d'un chantier. Donc, on va vous montrer à travers d'exemples quel est l'intérêt de pouvoir anticiper et préparer au mieux les chantiers et à travers d'exemples, de contre-exemples, quels sont finalement quels sont les non-aspects bénéfiques qui empêchent finalement la préparation d'un chantier. On va vous poser des petites questions sur lesquelles vous pourrez directement répondre via des fenêtres qui vont s'ouvrir. D'ailleurs, on va commencer par une première question. Donc, question numéro 1. Le document unique est un moyen de prévenir les risques sur les chantiers de mon entreprise. Vrai ou faux? Donc, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous pourrez y répondre directement à cette question. Donc, l'idée est d'abord de comprendre finalement ce que c'est un document unique et comment je préviens les risques sur les chantiers. Donc, nous allons pouvoir aborder ces thématiques tout au long de ce webinaire. Donc, le temps que les réponses apparaissent, on vous laisse le temps de répondre. Donc, vous avez tous répondu vrai. Donc, en effet, le document unique me permet de prévenir les risques sur les chantiers de mon entreprise. Alors, pourquoi et comment? On va rappeler déjà ce que c'est un document unique. Donc, le document unique est un document dans lequel on retrouve l'ensemble des risques de l'entreprise auxquels les salariés sont exposés. Donc, forcément, je vais pouvoir savoir quels sont les risques de mon entreprise. Et face à ces risques, je vais y mettre les moyens de prévention que je mets en place pour pouvoir maîtriser au mieux ces risques. Dans ce document unique, je vais aussi y mettre
toutes les actions que je mets en place, que je fais déjà, pour pouvoir maîtriser ces risques dans mon entreprise. Et puis, je vais planifier, prévoir les actions que je souhaite mettre en place pour améliorer ma maîtrise de ces risques. Donc, quel est le lien avec le chantier? Quand je vais réaliser finalement ma préparation de chantier, je vais établir des modes opératoires, je vais établir des listes de tâches et je vais établir les risques auxquels mes salariés vont être exposés pendant l'organisation de mon chantier. Donc forcément, les risques que je vais avoir sur le chantier, que je vais pouvoir rencontrer, que je vais mettre dans mes modes opératoires, je les aurai dans le document unique et je pourrai déjà me servir de ce document unique comme base de travail pour savoir comment ils sont présents, comment ils sont évalués, quelles sont les actions qui sont déjà présentes et indiquées dans ce document et celles que l'entreprise prévoit de faire. Donc, le document unique me permet d'être une base de travail pour pouvoir élaborer mes modes opératoires au niveau de mes chantiers. Donc, en tout cas, vous ayez tous la bonne réponse sur le sujet. Je vais vous poser une deuxième question. Je peux établir les modes opératoires de mes chantiers sans me préoccuper des questions de prévention puisque j'ai déjà fait mon document unique d'évaluation des risques. Vrai ou faux? Donc là, on parle de mode opératoire et le fait que, étant donné que j'ai déjà établi les risques dans mon document unique, est-ce que j'ai besoin de les retravailler, de les réévaluer dans mes modes opératoires? Donc, comme pour la première fois, on vous laisse le temps de répondre et le temps que les bonnes réponses s'affichent. Alors, en effet, vous êtes tous d'accord, la réponse est faux. Le fait de faire mes modes opératoires, le fait d'avoir fait mon document unique me dédouane pas d'adapter mes modes opératoires. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mode opératoire? On aura le temps de détailler plus tard, vous verrez au cours de cette session. Les modes opératoires est un document de travail qui me permet de préparer et d'anticiper mon chantier. On y trouve, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des tâches que je vais réaliser sur mon chantier, ainsi que les risques et les mesures que je mets en place pour maîtriser ces risques. Le document unique, comme on l'a dit tout à l'heure, regroupe l'ensemble des risques de mon entreprise, mais ça ne me dédouane pas d'adapter finalement mon mode opératoire aux conditions du chantier, puisque les risques que je vais retrouver dans mon mode opératoire, dans mon document unique, sont les risques, on va dire, génériques. J'ai besoin, pour chaque chantier, d'adapter mes modes opératoires en fonction des conditions et de l'environnement du chantier, puisque chaque chantier, vous le savez, est différent. Par exemple, pour le risque électrique, de risque d'électrocution, d'électrisation, il peut être présent de différentes manières sur chantier et ma façon de prévenir ce risque-là va être différent en fonction que ça soit la présence d'une ligne aérienne ou bien la présence d'équipements sous tension. Donc, je vais devoir à chaque fois adapter mes modes opératoires en fonction de mes conditions de chantier et de mon environnement. Donc, en effet, j'ai besoin de me préoccuper des questions de prévention et ne pas me satisfaire uniquement du document unique pour pouvoir établir mes modes opératoires. Donc, nous allons continuer ensuite par la suite et on va essayer de vous montrer en tout cas quelles sont les bonnes pratiques qu'on a pu observer et celles qui sont un peu moins vertueuses qui ont été observées et de démontrer l'intérêt d'une bonne anticipation et d'une bonne organisation sur chantier. Pour cela, je vais laisser la parole donc, à mon collègue Jérémy. Merci Virginie. Donc, je vais vous parler de la préparation de chantier dans un premier temps. Donc, la préparation de chantier, vous y pensez dès le devis. Vous ne commencez pas un chantier sans y avoir pensé. Lors du devis, là aussi, pour l'établir, vous êtes obligé de penser à votre chantier, ce que vous allez faire, quels sont les moyens que vous allez devoir mettre en œuvre. Donc, tout ça, ça fait partie de la préparation de chantier. Et quand on parle d'anticipation et de préparation de chantier, ça ne s'applique pas qu'à vous, entreprise, mais aussi à la maîtrise d'œuvre, d'ouvrage, qui doit prendre en compte plusieurs choses, des diagnostics au préalable, penser à la VRD et toutes ces choses-là.
Donc préparer son chantier, c'est quoi? Ça va être des enjeux sociaux. Donc les enjeux sociaux, un chantier bien préparé en amont, ça peut améliorer l'ambiance, au travail. À l'heure actuelle où on sait que la fidélisation des compagnons est plutôt compliquée, un chantier bien préparé et bien sécurisé, ça peut vous aider sur ce thème-là. Des enjeux économiques, bien sûr, hein, un chantier bien préparé avec du bon matériel qui arrive au bon moment. Ça va être un chantier qui vous allez pouvoir finir dans les temps, va y avoir un meilleur rendement et une meilleure sécurité aussi pour, l'ensemble des compagnons. Donc pour ça, il y a des solutions, hein, l'OPP a travaillé sur, la prévention et la performance. Il y a des choses qui peuvent, vous aider là-dessus pour montrer que la prévention et la préparation, ça rapporte en fait à l'entreprise. Et en parlant de rapporter, les enjeux commerciaux, bien sûr. Un chantier propre, de qualité où, ça se passe bien, ça peut favoriser le bouche à oreille et donc, vous ouvrir d'autres chantiers. Un enjeu juridique, le juridique, il y a un cadre réglementaire, c'est, ce vers quoi les entreprises, tendent, hein. Elles doivent respecter ce cadre réglementaire et elles ont beaucoup plus à perdre à ne pas le respecter qu'à essayer de le contourner, puisque ce cadre réglementaire n'est pas là pour les contraindre forcément, mais plutôt pour, les accompagner et avoir une base sur laquelle s'appuyer pour, travailler également en sécurité. Et enfin, les enjeux humains, hein, je vous l'ai déjà dit, mais un chantier qui va être bien préparé avec le bon matériel, ça va protéger, la santé, des compagnons, mais également du chef d'entreprise, qui peut également intervenir sur chantier. Donc on va passer maintenant à des, exemples, de chantiers qui ont été bien préparés, en amont. Donc sur la photo de gauche, on peut voir qu'il y a une bonne séparation des flux, donc il y a un chemin, piéton qui est bien balisé. Il y a un risque de heurt en moins pour, les salariés, les compagnons, piétons. Pareil pour l'approvisionnement, du chantier, c'est quand même beaucoup plus simple pour, les différents prestataires ou même la livraison faite par les compagnons eux-mêmes, hein. Au moins on sait que, par où il faut passer. Sur la photo de droite, on peut voir qu'il y a de belles tours d'étaiement. Là aussi, pour avoir toutes ces tours d'étaiement à ce moment-là, ça veut dire que le chantier a été bien préparé. On sait qu'il en faut, un certain nombre et il faut qu'elles soient disponibles quand on va arriver à cette phase-là. Et l'avantage également, c'est qu'on voit qu'il y a des allées bien larges, et en tout cas propres. Donc là, ça donne plutôt envie de venir sur ce chantier-là. On sait qu'on va pouvoir circuler sans danger. Donc on peut voir sur ces autres photos également d'autres, solutions. On peut constater sur la photo de gauche une desserte à matériaux, hein. Donc ça aussi, quand on est sur la phase de l'échafaudage, ça peut se prévoir. Ça facilite quand même grandement les choses puisque c'est un endroit qui est fait exprès. On va pouvoir stocker les matériaux. Ça va faciliter la vie des salariés pour réaliser leurs tâches techniques. Et pour ça, ils peuvent éventuellement utiliser aussi la mutualisation des engins de levage comme la grue qu'on aperçoit. Donc tout ça, ça s'anticipe puisque la grue, elle peut être disponible pour d'autres corps de métier que pour le gros œuvre. Il suffit de l'anticiper, encore une fois, de savoir quand est-ce qu'on va être livré, quand est-ce qu'on va avoir besoin, de façon à ce que la grue soit disponible à ce moment-là pour qu'on puisse l'utiliser. Sur les photos de droite, on voit également, hein, que là, ça a été une anticipation. Les tuiles ont été déjà mises, donc là, ça va faire un gain de temps pour les compagnons. On a le filet qui va récupérer également les matériaux. Et sur la photo du bas, on voit vraiment des nacelles. Donc ça aussi, ça s'organise. Si ce n'est pas à l'entreprise, il faut voir avec le locatier pour avoir le matériel en temps et en heure, du bon matériel vérifié. Donc tout ça, il faut l'anticiper de façon à avoir le bon matériel et que vos salariés puissent travailler en sécurité. Et tout ça va permettre à l'entreprise d'avoir aussi un meilleur rendement et les salariés avoir plus envie de travailler en sécurité.
A contrario, on peut voir des chantiers malheureusement encore comme ça. Donc sur la photo de gauche, on voit que les zones de stockage n'ont pas été prévues. Donc il y en a un petit peu partout. Donc là, la prévention, elle est assez absente puisque ça engendre un grand risque de chute de plein pied. Une perte de temps pour les compagnons, de l'agacement pour tout le monde puisque ils vont être obligés d'aller chercher où se trouve le matériel. Et au final, on peut se demander si le chantier va être réellement rentable. Sur la photo de droite, on voit clairement que la roue, elle est embourbée, hein. Donc là, c'est zone de circulation et les parkings qui n'ont pas été anticipés. Pas prise en compte également le temps qui aurait pu être pluvieux. Du coup, un camion qui peut être un peu chargé. On va se retrouver comme ça. Donc là également, une grosse perte de temps, de l'agacement pour vos compagnons, une grosse perte d'énergie pour eux et donc derrière des chantiers qui vont être de moins bonne qualité. On a encore malheureusement d'autres exemples comme ça. Donc sur la photo de gauche, encore une fois, on voit que les flux et les passages n'ont pas été prévus. La météo n'a pas été anticipée, donc on peut se retrouver avec des planches comme ça ou des bastings pour pouvoir circuler malgré la boue. Donc c'est vraiment pas top du tout. Ils vont traîner aussi de la boue partout, donc on va avoir un chantier qui va être sale de partout et les salariés vont travailler dans de mauvaises conditions. Sur la photo de droite, donc on peut voir, si on veut essayer de voir le positif, on peut voir un début d'anticipation puisque il y a un échafaudage roulant, on va dire. Mais malheureusement, il n'est pas adapté puisque les salariés ont été obligés de rajouter un escabeau par-dessus. Donc là, on a tout faux, hein, puisque le risque de chute de hauteur est accru. Le salarié, il va être vraiment dans des conditions instables et je pense qu'il ne va pas travailler sereinement de peur également de tomber. Donc vraiment, tout ça, ça favorise un risque de chute, des risques au travail accrus, tout ça à cause d'une mauvaise anticipation. Donc, je vais passer maintenant la parole à mon collègue Jean-Michel qui va vous parler de solutions pratiques. Merci Jérémy. Donc jusqu'à maintenant, vous avez pu entendre pas mal de termes qui vous paraissaient peut-être pas évidents d'associer, du type performance, enjeux économiques, évaluation des risques, santé au travail. Or, vous commencez à le sentir, il y a un lien étroit, une interaction justement entre cette notion de prévention des risques et de performance dans l'entreprise, avec des phases, des passages obligés que sont la définition de modes opératoires, l'évaluation du risque associé, la formalisation de ces éléments dans des documents qui vous seront utiles tout au long d'un chantier, dès sa phase de préparation, et puis différents acteurs qui peuvent vous aider et qui ont aussi un rôle à jouer. Et donc là, on va partir d'une situation rencontrée de manière très fréquente sur les chantiers. D'ailleurs, et la première chose que l'on a sur un chantier lorsqu'on intervient, c'est le sujet des accès, les accès au bâtiment, qui sont, on va dire, le cœur même du début de l'inorganisation et des accidents qui peuvent survenir. En tout cas, c'est un point essentiel pour perdre énormément de temps, exposer ses salariés à des risques et rendre une opération extrêmement dangereuse et non performante. Donc vous voyez, on voit ça régulièrement sur les chantiers, c'est-à-dire qu'il y a une opération avec un dénivelé à franchir, le gros œuvre a été réalisé, la dalle basse, et on voit qu'il y a les salariés ont opéré avec ce qu'ils avaient sous le coude, un accès avec des bastings, des éléments de fortune leur permettant d'accéder au rez-de-chaussée. Donc ça, pour l'accès, le problème, c'est qu'on constate rapidement que ça va poser de très, très gros problèmes pour tout ce qui est approvisionnement. Et là, on arrive sur le cœur du sujet, sur un chantier, c'est tout ce qui est flux. Les flux des personnes, donc comment ils circulent sur un chantier en toute sécurité, et le flux des matériaux et des matériels, comment on fait rouler des charges pour éviter de les manutentionner, les transporter, et comment on évite toutes les ruptures de flux. Et donc là, ces deux photos, elles illustrent parfaitement tout ce qui va poser des problèmes tout au long de l'opération. Et donc, on a travaillé avec des partenaires, notamment des économistes, pour faire la démonstration de l'impact
économique que peut avoir une mauvaise organisation de chantier et à l'inverse de l'impact positif des retours sur investissement qu'on peut avoir lorsqu'on s'organise très en amont et notamment le maître d'ouvrage qui a un rôle essentiel dans la phase de préparation d'un chantier ou de mutualisation des moyens. Et là, par exemple, on a illustré ce qu'on rencontre classiquement sur les chantiers, c'est-à-dire, comme je vous le disais, première étape, un chantier qui n'a pas été organisé, pour lequel le maître d'ouvrage n'a pas prévu, tout au moins, qu'un lot remblait ou réalise un accès sur l'opération dès la dalle du rez-de-chaussée coulé. Donc les salariés ont été obligés eh bien, de se débrouiller avec des moyens de fortune. Alors c'est rapide, mais c'est inefficace au possible et dangereux. On rencontre sur certaines opérations avec les mêmes situations, c'est-à-dire une absence d'accessibilité de plein pied à l'ouvrage, eh bien des chefs de chantier, chefs d'équipe qui sont un peu plus bricoleurs et réalisent des escaliers fabriqués sur place avec les éléments de coffrage également. Alors là, effectivement, il faut un peu d'outillage. Ça facilite l'accès, mais uniquement l'accès, pas du tout tout ce qui est déplacement des charges, roulage des charges. Ce qu'on rencontre sur la troisième photo, eh bien, ce sont pour les franchissements d'obstacles, de la même manière, de dénivelé, eh bien, des éléments manufacturés qui sont des escaliers modulaires, hein, qui permettent également de franchir des étages complets sur 3 mètres, par exemple. Donc là, c'est aussi rapide, c'est un peu plus résistant, on a une garantie de stabilité, mais ça ne répond pas à la problématique de l'approvisionnement de plein pied et du roulage des charges. Et donc, on a sur la troisième photo, là, ce que les organismes de prévention promeuvent et ce qu'il est demandé aux maîtres d'ouvrage d'intégrer dans leur pièce marché, c'est-à-dire de prévoir, dès que la dalle du rez-de-chaussée est coulée, des moyens, donc un remblaiement périphérique et un accès pour permettre aux entreprises qui interviennent tout au fil de l'opération d'acheminer depuis la zone de stockage, depuis les camions qui viennent décharger ou depuis la base hors site, si on est sur des espaces contraints, eh bien d'acheminer avec des équipements de travail roulants, type chariot élévateur ou transpalette électrique ou transpalette tout court, manuel, eh bien de rouler ces charges depuis les plateformes extérieures jusque dans le bâtiment sans qu'il y ait de ressaut, de seuil qui impose une manutention aux salariés qui ont à décharger. Le message à retenir, c'est que sur les opérations, l'absence d'accès de plein pied qui permet de rouler les charges, cette absence d'accès génère une rupture de flux et impose des manutentions. Et donc nous allons illustrer dans le slide suivant, c'est l'impact qu'ont ces ruptures de flux sur les tâches d'approvisionnement. Notamment, on a pris l'exemple du déplacement d'une plaque de placo. Et là, on est allé observer la même situation de travail sur 4 chantiers organisés de manière différente. Donc c'est la situation de travail que l'on a observée, c'est le déchargement d'une plaque de BA13, d'une tonne 4 à peu près, là, sur une quinzaine de mètres, de part et d'autre d'une cage escalier, sur un dénivelé de 3 étages. Donc on est allé observer ça. Les 4 chantiers étaient organisés de manière différente, comme je vous le disais. Sur le premier chantier, le maître d'ouvrage n'avait intégré dans ses pièces marché aucune mesure de remblaiement périphérique, comme on l'a vu tout à l'heure, qui aurait permis une translation horizontale des charges avec des transpales ou des chariots élévateurs. Il n'avait pas non plus prévu de translation verticale avec de la mise en service anticipée de l'ascenseur, des recettes à matériaux, du lift extérieur. Rien n'avait été prévu, donc les entreprises se sont débrouillées par elles-mêmes et vous allez voir tout à l'heure ce que ça a donné. Deuxième chantier, on a observé la même tâche. Cette fois-ci, le maître d'ouvrage avait prévu dans ses pièces marché qu'un lot aurait à sa charge le remblaiement périphérique, ce qui a permis aux salariés bien d'utiliser des transpalettes et donc de translater les charges à l'intérieur du bâtiment. Mais il n'y avait pas là non plus de moyens d'élévation verticale de ces charges, donc il a fallu les déplacer à la main. Troisième chantier, cette fois-ci, le maître d'ouvrage avait bien prévu de la même manière un remblaiement périphérique stabilisé et roulant, permettant de translater les charges, et avait mis à disposition des salariés et des entreprises en général
avait mutualisé un ascenseur qui a été mis en service anticipé, donc avant la fin du chantier, avec un petit souci, c'est que cet ascenseur qui a une capacité de charge de 500 kg, hein, ce qu'on retrouve dans tous les bâtiments, du coup n'était pas en capacité d'accueillir la palette de placo d'1,5 tonne et donc il a fallu dépalettiser pour déplacer plaque par plaque les plaques dans l'ascenseur. Donc ça a généré des manutentions. Et le troisième chantier que l'on est allé observer avec la même situation, cette fois-ci le maître d'ouvrage avait intégré dans les pièces marchées, notamment au sein du lot gros œuvre, que des recettes à matériaux seraient mises à disposition sur la façade, à disposition des corps d'État secondaires, notamment le plaquiste, pour qu'ils puissent approvisionner ces plaques en utilisant la grue du gros œuvre, justement. Donc le gros œuvre avait obligation de mettre à disposition sa grue selon un planning prédéfini et à la demande des différents corps d'État, dont le plaquiste. Et donc la traduction opérationnelle de ces 4 observations, vous l'avez là en synthèse, c'est en haut à droite, vous avez donc le premier chantier qui n'avait strictement rien de prévu, d'anticipé. 2 salariés ont mis donc 2h40 pour décharger la palette, avec énormément de manutention et de risques liés à ces contraintes, à des contraintes posturales, des risques de TMS, des risques de chute de plein pied, des risques de chute de hauteur dans les étages. Sur le chantier d'après, où il y avait cette fois-ci une possibilité de rouler, translater les charges de l'extérieur à l'intérieur, mais sans moyen de déplacement verticaux, les 2 salariés ont mis 1h45, donc avec des contraintes de manutention et de port de charge assez conséquents, toujours. Troisième chantier, ils ont mis 40 minutes parce qu'ils avaient cette fois-ci à leur disposition, en plus de la possibilité de rouler les charges depuis l'extérieur, un ascenseur mis en service anticipé. Et donc, cette fois-ci, ils ont mis 40 minutes parce qu'il a fallu quand même, comme je vous le disais, décharger les plaques pour les rentrer une par une dans l'ascenseur. Et puis le chantier qui était, on va dire, le mieux approprié, le mieux adéquat en termes d'organisation sur cette tâche, tout au moins, c'était la mise à disposition de recettes à matériaux prévues, anticipées par le maçon, avec la mise à disposition de la grue. Cette fois-ci, ça a demandé 4 minutes. Donc on est passé de 4 minutes sans aucune manutention à 2h40 avec énormément de contraintes et de manutention. Vous voyez là le lien étroit qu'il y a entre santé, évaluation du risque et performance de l'opération. On se doute bien qu'une plaque de placo qui fournit posée, qui est en moyenne à 40 €, on sait que les coûts varient entre 30 et 60 €. On comprend mieux pourquoi il y a ce rapport des fois de 1 à 2 en termes de coûts, puisque si vous êtes dans la première situation, elles avaient énormément de manutention et donc les coûts de fourniture et pose de vos produits vous coûtent forcément extrêmement cher, coût que vous répercutez au maître d'ouvrage. Donc là, on commence à parler d'un acteur qui est essentiel dans l'organisation du chantier, c'est le maître d'ouvrage. Avant de passer au slide suivant, justement, je voulais illustrer mon propos par une réflexion qui a été menée par une entreprise qui, justement, partant du constat qu'elle se trouvait souvent dans la première situation, c'est-à-dire une absence d'intégration dans les pièces marchées de moyens mutualisés lui permettant de translater ses plaques, eh bien, elle a développé son propre équipement pour ne pas être pris de court. Et donc, la régie va vous diffuser une vidéo qui illustre cette réflexion, cette anticipation pour manutentionner ces plaques de placo dans des bâtiments existants, puisque c'est un chantier, une entreprise qui fait de la pose, des travaux de rénovation. La problématique qu'on avait avant, en fait, c'était de rentrer toutes les plaques à la main. C'est-à-dire que c'était physiquement épuisant de devoir rentrer toutes les plaques, surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de plaques techniques qui sont relativement lourdes, qui font entre 30 et 50 kg l'unité. Ça fait quelques années que je suis à la recherche d'une solution, en fait, pour que les ouvriers forcent moins lors des phases d'approvisionnement pendant les chantiers. On a cherché des moyens pour pouvoir les rentrer mécaniquement, ou en tout cas avec de l'aide et de l'assistance sur des chariots et des portiques comme on a trouvé. Quand il n'y avait pas ça, ça montait tout directement sur la fourche, là-haut aux fenêtres, et puis fallait tout sortir à la main.
Tout simplement, on porte plus les plaques, donc les plaques on les rentre directement palettes entières dans le bâtiment et on n'a plus qu'à les amener jusqu'à la cloison. Ça va beaucoup plus vite et ça fait moins mal au dos. Une fois à la fenêtre, le portique rentre tout seul dans le bâtiment directement sur la dalle de l'étage concerné. Et avec le chariot, donc le petit chariot élévateur qu'on a, on vient récupérer la palette entière pour la déplacer où on veut et la poser sur tréteau. Et en fait, on la positionne à l'endroit même où on va l'utiliser et produire nos ouvrages. Là, je positionne donc les tréteaux sous la palette, donc pour qu'on puisse et de une enlever le chariot de dessous, puis travailler à hauteur, tout simplement. Ça libère aussi les circulations au sol, c'est-à-dire que si une palette nous gêne parce qu'on doit faire quelque chose en particulier, on la reprend avec le chariot, on peut la positionner où on veut, on n'est pas obligé chaque fois de bouger toutes les plaques à chaque fois. C'est donc moins fatigant pour les gars. Prévention sur le mal de dos, mal de genoux, mal de coude, mal de tout en fait. La grosse villa avec des ouvertures un peu conséquentes, des grandes baies vitrées, on peut arriver à l'utiliser. Et après, tout ce qui est bâtiment public, ERP et bâtiments tertiaires, c'est tout à fait faisable, puisque en général, il y a toujours des ouvertures qui nous permettent d'utiliser le portique pour rentrer les plaques. On peut rentrer une vingtaine ou une trentaine de palettes dans la journée, juste avec mes 2 gars. Ça nous permet d'éviter d'avoir 6, 8, 10 personnes qui vont manipuler toutes les plaques. Ça me permet en fait d'avoir des ouvriers qui restent en production et pas forcément en phase d'approvisionnement. C'est plus avantageux pour nous et plus rapide. C'est à mon avis tout à fait rentable sur 5 ans de pouvoir l'amortir, vu le temps qu'on va gagner en approvisionnement sur les chantiers. Le retour des gars, c'est de me dire qu'ils veulent approvisionner tous les chantiers comme ça et qu'ils veulent surtout pas s'en passer. Donc là, vous avez un exemple parfait du lien entre évaluation du risque, prévenir la santé de ses opérateurs et la performance du chantier. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a des outils, des démarches qui sont à entreprendre. Lorsqu'on veut anticiper ces chantiers, c'est la première étape, et bien c'est de définir ses modes opératoires. C'est-à-dire comment on va organiser le chantier, comment on va, qui va le réaliser. Et donc pour ça, ces modes opératoires, c'est l'acte essentiel. On en a parlé un petit peu dans le cadre du document unique d'évaluation des risques. Notamment, on utilise ces modes opératoires. Lorsque l'on fait son PPSPS, on utilise son mode opératoire, ces modes opératoires. Et donc, il faut commencer par cela. C'est d'ailleurs, quand on va sur le site de l'OPP, les questions qui sont souvent posées, c'est qu'est-ce qu'un mode opératoire? Et là, le mode opératoire, sa finalité, ou son objet plutôt, c'est un document technique qui précise l'ordonnancement des tâches, les moyens techniques et les mesures de sécurité et de contrôle mises en œuvre. Donc c'est vraiment le cœur de l'entreprise, de savoir comment elle va réaliser son opération en fonction de ce qu'elle a au sein de son entreprise, c'est-à-dire la main-d'œuvre qualifiée qu'elle a, le milieu où elle va intervenir, les méthodes qu'elle va utiliser, le matériel qu'elle a. Et donc, ensuite, quelles sont les caractéristiques essentielles pour décrire un mode opératoire? Eh bien, la description d'un mode opératoire, ça rentre dans le processus de formation des travailleurs concernés. C'est un document de prévention qui doit être utilisé pour transmettre des informations et des consignes. Effectivement, ce mode opératoire, il est utile à la fois pour faire son étude de prix. On voit que là, c'est indispensable lorsqu'on fait son chiffrage, d'avoir un mode opératoire bien clair et précis. Et ensuite, quand on est sur le terrain, eh bien, on utilise ce mode opératoire pour accueillir et préciser aux salariés ce qui est prévu pour réaliser la tâche. Alors, peut-on changer de mode opératoire? Peut-on changer un mode opératoire prévu au PPSPS en cours de chantier? Alors c'est même indispensable. C'est-à-dire que le mode opératoire, comme je disais, c'est nécessaire pour définir ses prix, faire sa remise de prix en fonction du chantier auquel on répond. Et puis on évalue à l'occasion, eh bien justement, les risques associés pour les prévenir. Ça permet de remplir son DU. Ça sont des modes opératoires standards. On l'a vu dans l'exemple précédent. On a beau avoir un mode opératoire standard, par exemple, on a décidé que sur les chantiers en général, il y aurait toujours un moyen de rouler les charges. On aurait toujours un moyen d'accéder à l'ouvrage. Et il y aurait toujours un moyen pour élever les plaques de placo dans les étages, avec un lift, par exemple. Ça, c'est un mode opératoire standard. On constate bien que sur tous les chantiers, ce n'est pas le cas.
Et donc, il va falloir adapter ce mode opératoire à la réalité de chantier. Et si sur le chantier, il n'y a pas de mise en service anticipée d'ascenseur, il va falloir pallier à cette carence du maître d'ouvrage qui n'a pas prévu de moyens mutualisés par la mise à disposition de ses salariés de moyens propres, comme on l'a vu dans la vidéo. Il va falloir soit louer une grue, une recette à matériaux, un lift pour ses propres besoins, pour faciliter le déchargement des matériaux. Et bien évidemment, il faut adapter le mode opératoire et intégrer ce mode opératoire modifié dans son plan particulier, son PPSPS. C'est tout l'intérêt du PPSPS et pour ça, on s'appuie sur un acteur dont le rôle est justement de réfléchir auprès du maître d'ouvrage, c'est le conseiller du maître d'ouvrage, c'est le coordonnateur de sécurité. Il est là pour conseiller le maître d'ouvrage sur les moyens mutualisés qu'il doit mettre en place sur le chantier pour faciliter les manutentions, notamment par des circulations optimisées, des zones de stockage et des moyens de déplacement des charges et des personnes mutualisés, optimisés. Et donc, vous devez retrouver tous ces éléments dans un document qui s'appelle un plan général de coordination, qui justement vous servira de base pour répondre à l'appel d'offres et pour rédiger vos PPSPS. Donc, comme on le voit, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que un mode opératoire, c'est 3 étapes. Première étape, c'est le cœur de votre travail, ce sont les règles de l'art, vos méthodes de travail. Donc, c'est une description technique, étape par étape, de ce que l'on va faire. De l'installation à la réalisation, repli de votre tâche. Vous décrivez une par une ces étapes-là, en prenant bien en considération à chaque étape les risques résiduels ou existants, notamment, on l'a vu dans l'exemple qu'on a pris, la manutention. Les manutentions sont un risque important pour les salariés et ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc il faut absolument s'en prémunir, donc identifier dans le processus, dans la tâche, dans le mode opératoire que l'on va décrire, éviter toute phase de manutention. Et du coup, identifier les moyens de prévention que l'on va mettre en face, c'est-à-dire intervenir au moment de la lecture des pièces marchées, par exemple, s'assurer que lorsqu'on répond à une offre, que le maître d'ouvrage a bien prévu qu'il y aurait un remblaiement périphérique de l'ouvrage, un accès facilité et qu'il y aurait des moyens pour déplacer verticalement les charges. Si ce n'est pas le cas, il faudra interpeller le maître d'ouvrage sur cette carence et son cordeau, parce que ça va inévitablement impacter votre coût et les conditions de travail de vos salariés. Et ensuite, l'idée, et le principe, c'est d'illustrer le mode opératoire pour faciliter l'accueil des salariés qui arrivent dans vos équipes, et puis lorsque les opérations débutent sur chantier, eh bien de repréciser ce qui est prévu, ce qui est mis à disposition, par où on passe, et donc ce mode opératoire est utile opérationnellement. Le point suivant, comme on l'a vu, ce mode opératoire, il est ensuite adapté, traduit à la réalité de chantier. Comme on l'a vu, chaque chantier est différent, les moyens mis à disposition diffèrent, l'environnement est différent, la taille du chantier est différente, et donc forcément, le mode opératoire doit être adapté et s'intégrer dans un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qui lui-même s'inspire de ce qu'a rédigé le coordonnateur de sécurité. Alors, quel est le rôle justement du coordonnateur de sécurité? J'en ai parlé un petit peu. C'est de coordonner et planifier les interventions simultanées ou successives des différentes entreprises afin de prévenir les risques liés à la coactivité. Donc son travail, c'est vraiment de supprimer, d'éviter tous les risques liés à la coactivité en mettant justement en commun les moyens de prévention. C'est-à-dire que ces lifts, ces montes matériaux, ces mises en service anticipées d'ascenseurs, ces recettes à matériaux, ces moyens mutualisés de grues, les zones de stockage, les accès, les bases vie, donc tout ce qui relève de l'hygiène, tout ce qui est mutualisé. Son travail, c'est de conseiller le maître d'ouvrage pour qu'il intègre ces éléments dans ses pièces marchées. Et donc d'intégrer également, lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage, que toutes ces interventions ultérieures sur l'ouvrage se fassent en sécurité. Et donc dans quel cas je dois rédiger un PPSPS? Eh bien pas sur toutes les opérations, mais sur la plupart. Alors il y a différentes catégories de chantiers en fonction de leur taille. Je ne rentre pas dans le détail, mais sur la plupart des chantiers, il faut rédiger un PPSPS
et sur les plus petits, comme les constructions de maisons individuelles, sont des plans particuliers simplifiés qu'il est demandé. Au minimum des modes opératoires, justement, pour revenir sur ce sujet-là. Et donc, comme nous le disions, c'est le PPSPS, il contribue à prévenir les risques sur les opérations de bâtiments de génie civil. C'est-à-dire que pas que pour le bâtiment, mais également dans les travaux publics. Et il est établi donc pour les chantiers BTP qui font appel à plusieurs entreprises. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les acteurs essentiels à l'anticipation et à la préparation de chantier, parce que vous êtes tributaire de ces acteurs et de leur travail. Donc le maître d'ouvrage a un rôle important à jouer dans votre préparation de chantier, et c'est pour ça il vous faut absolument avoir un œil très attentif, soit à vos contrats de sous-traitance, soit à vos pièces marchées, pour bien identifier ce qui est mis à votre disposition, ce qui est prévu. Parce qu'à défaut, vous devrez pallier ces carences et mettre à disposition de salariés de vos propres équipements. Et ce qui vous coûtera inévitablement plus cher. On se doute bien qu'une grue sur porteur ou un chariot élévateur que vous devez louer, acheminer, vous coûtera plus cher que le même matériel mutualisé entre différentes entreprises. Pour définir ces outils que l'on a vus, ces modes opératoires, ces PPSPS, il y a des outils que vous pouvez utiliser, qui vous sont proposés par mes collègues de l'OPPBTP, et auxquels je vais laisser la main, et qui pourront vous présenter ces outils qui sont à votre disposition. Merci Jean-Michel. Donc comme nous avons pu le voir, l'anticipation, l'organisation d'un chantier, ça reste important pour le bon déroulement de ce chantier-là. Et justement, Jean-Michel vient de vous présenter 2 outils pour pouvoir anticiper et organiser les chantiers. Donc c'est le mode opératoire et le PPSPS. Pour vous aider à prendre en main ces 2 outils, on vous propose sur le site préventionbtp.fr, dans la rubrique Mes entreprises, 2 parcours guidés qui vous permettent de rentrer dedans et de prendre en main, de faciliter en tout cas le bon déroulé de la mise en place d'un mode opératoire et d'un PPSPS. Donc pour le mode opératoire, on vous propose le parcours mode opératoire que vous voyez à gauche, qui se fait en 4 étapes. Vous voyez 4 petites vignettes. Donc, on vous propose d'abord de vous informer sur le mode opératoire. Donc, en fait, il vous suffit de cliquer sur la vignette et de pouvoir avoir différentes informations sur le mode opératoire, comprendre à quoi il sert, par exemple, et quel est son intérêt. Vous trouvez dans la deuxième petite vignette une méthodologie pour vous aider à faire l'inventaire des modes opératoires que vous avez besoin, en tout cas ceux qui sont nécessaires au bon déroulement de votre entreprise et de vos chantiers. Puis, on vous aide ensuite à rédiger vos modes opératoires. Donc, quand vous cliquez sur la petite vignette, vous pourrez notamment y trouver un formulaire sur lequel vous pouvez rédiger vos modes opératoires. Et enfin, on vous propose de présenter une méthode pour pouvoir présenter les modes opératoires aux salariés sur chantier, puisque au final, ce sont eux qui vont les appliquer et les mettre en place. Donc vraiment un parcours ludique de façon cliquable qui vous permet de vous guider dans la mise en place de cet outil. Au niveau du PPSPS, ça va être la même démarche, c'est le même parcours qui est similaire. Donc là, sous forme de 6 étapes. Donc une première étape avec d'abord forcément une information sur le PPSPS, toujours démontrer finalement l'intérêt du PPSPS, quand est-ce que je dois le mettre en place, sur quel type de chantier par exemple. Puis une deuxième étape, on vous propose d'analyser le PPSPS et de commencer à rédiger, d'analyser le PGC, le plan général de coordination, et de commencer à rédiger votre PPSPS avec les éléments issus du PGC. Puis de rédiger vos modes opératoires. Donc là, ça va vous renvoyer vers le parcours mode opératoire. Quatrième étape, on vous guide pour pouvoir participer à l'inspection commune. D'ailleurs, en cliquant sur la petite vignette, vous trouverez notamment un formulaire sous une forme de checklist qui vous permet au moment de l'inspection commune, de pouvoir bien poser les bonnes questions au coordonnateur. Puis, en 5e étape, la finalisation de votre PPSPS à l'issue de cette inspection commune et les informations que vous auriez pu récolter à ce moment-là. Puis, dernière étape, encore une fois, on vous propose via l'accueil sur chantier, de
présenter ce PPSPS et les mesures que vous avez prévues pour pouvoir au mieux réaliser ce chantier-là. On vous propose aussi, via toujours le site préventionbtp.fr, des outils digitaux pour pouvoir établir ces modes opératoires et ces PPSPS. Pour cela, vous devez vous connecter donc via Mon Espace, qui est un accès gratuit. Il suffit juste de vous inscrire et vous pouvez utiliser des outils en ligne qui sont mis à votre disposition et qui ont été établis pour les métiers du BTP. Donc sur le mode opératoire, donc c'est un outil digital où vous y retrouverez l'ensemble des métiers du BTP. Donc il suffira juste de cliquer celui qui vous concerne. Et vous pouvez aussi, on vous propose une liste de risques en lien avec l'activité que vous avez cliqué. Puis à vous ensuite d'y intégrer les mesures de prévention par rapport aux risques que vous avez cliqué. Ensuite, vous pouvez y télécharger un document et votre mode opératoire est complet. On vous propose aussi d'y intégrer des photos, des illustrations, des schémas pour pouvoir illustrer et rendre vos modes opératoires les plus ludiques et en tout cas les plus visuels et qui soient les plus compréhensibles. Le deuxième outil qu'on vous propose, qui est aussi un outil digital qui s'appelle Trame de PPSPS. Donc là aussi, on vous guide à travers un formulaire pour pouvoir vous aider à compléter donc le PPSPS avec les rubriques obligatoires qu'on trouve forcément dans un PPSPS, la description du chantier, l'effectif du chantier, les installations d'hygiène que vous avez prévues, les consignes de secours. Mais ce qui est intéressant aussi via cet outil, c'est que vous pouvez télécharger les modes opératoires que vous avez préalablement établis dans l'outil mode opératoire pour les intégrer directement dans le PPSPS et ensuite que vous adaptez en fonction du chantier, sur lesquels vous pouvez aussi y ajouter les risques que vous exportez, ce que vous amenez sur le chantier pour les autres entreprises et les risques que les autres entreprises amènent par rapport à votre activité. Donc, ce sont deux outils qui sont établis pour pouvoir adapter en tout cas au métier du BTP et qui vous permettent en tout cas de prendre en main ces modes opératoires et ces PPSPS qui peuvent être un peu obscurs pour certains. On vous propose aussi, via la Fédération française du bâtiment, des ateliers dans chaque région de France, mode opératoire PPSPS, dans lequel on est présent avec vous et on vous accompagne, en tout cas on vous explique l'intérêt de ces deux outils-là et on vous guide pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, finalement, qu'est-ce que la démarche de prévention et qu'est-ce que l'anticipation et l'organisation me permettent de mettre en place, en tout cas pour une bonne préparation de chantier. Donc, comme on le disait, on part de la base qui est le document unique, donc qui est le document de l'entreprise dans lequel elle liste, évalue et met en place, liste, évalue ses risques et met en place un plan d'action. Via ce plan d'action, via ce plan d'action et ce document unique, je vais pouvoir établir mes modes opératoires, que je vais pouvoir intégrer un PPSPS sur les chantiers qui sont concernés par ce PPSPS. Puis, à la fin du chantier, j'établis un retour d'expérience pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, afin d'alimenter à nouveau mon document unique et de réalimenter mon plan d'action, puis d'améliorer mes modes opératoires et mes PPSPS pour les prochains chantiers. Donc, toujours dans une démarche d'amélioration de la prévention. Si on repasse sur le document unique, donc on l'a expliqué en début de ce webinaire, l'intérêt du document unique, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc la démarche est simple pour pouvoir établir ce document. En premier lieu, on fait l'inventaire de ces situations de travail et on indique la fréquence auquel ces situations de travail apparaissent dans le déroulement de l'entreprise. Puis, je fais la liste des risques associés face à chaque situation de travail et je vais évaluer ces risques en fonction d'une gravité pour pouvoir aussi y mettre en place et en tout cas y indiquer dans ce document les actions que je réalise déjà
par rapport à ces risques qui sont présents, puisque forcément, vous faites déjà des choses pour pouvoir maîtriser la prévention dans vos entreprises. Par exemple, le contrôle des engins, par exemple, les formations que vous faites auprès de vos salariés sont déjà des actions que vous mettez en place dans vos entreprises et qui sont bons à mettre, en tout cas à faire apparaître dans le document unique. Et grâce à ça, vous allez déterminer vos priorités d'action. Quels sont les risques les plus importants et sur lesquels je dois agir en priorité pour pouvoir maîtriser au mieux la prévention dans mon entreprise. Pour cela, on vous propose 2 outils différents que vous trouvez toujours sur notre site internet préventionbtp.fr. Un premier outil qu'on appelle mon document unique PRUMS, qui est plus à destination des entreprises artisanales qui n'ont pas de DU. L'idée est de pouvoir mettre un pied dans ce document unique, en tout cas de commencer à mettre en place un début de démarche. Il est il est un peu moins étoffé puisqu'on n'y retrouve que 21 métiers, on n'y retrouve que 7 risques par métier, puis on peut seulement y proposer que 3 actions de prévention par risque. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir mettre en place une première démarche à destination plus des entreprises artisanales. Nous avons un deuxième outil qui s'appelle mon document unique plus, qui est plus élaboré et qui vous permet d'aller plus loin dans votre document unique, dans votre analyse de risque. Donc là, vous y retrouverez 23 métiers du BTP, 39 risques, et on vous propose plus de 400 actions de prévention pour vous guider à évaluer finalement ces risques-là et à établir votre document unique. Alors, ne vous inquiétez pas, on vous propose aussi, au même titre que les modes opérateurs PPSPS, des ateliers en lien avec la médecine du travail, en lien avec la Fédération française du bâtiment, des ateliers en présentiel pour pouvoir vous aider aussi à prendre en main ce document unique et en tout cas à prendre en main cet outil pour réaliser votre analyse des risques, votre document unique. Tout autre chose, mais qui sert aussi à l'anticipation, à l'organisation des chantiers. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Check Chantier, donc qui est disponible aussi de façon gratuite sur n'importe quel téléphone, smartphone, Android, où vous trouverez différentes fonctionnalités qui vous permettent d'organiser vos chantiers. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vous propose de regarder une vidéo de présentation de l'outil Check Chantier. Le processus d'accueil pour les intérimaires, c'est primordial. Dès le premier jour, dès la première heure, dès le premier pied sur le chantier. Voilà, il suffit de lancer l'application sur le téléphone. Je lance l'appli. Travaux de bâtiment, commencer. Voilà. Je l'ai toujours sur mon portable, sur mon tablette. C'est prêt à utiliser. Il n'y a même pas besoin de se connecter. Et puis le livret qui est sur la tablette, c'est hyper bien fait, c'est très bien expliqué. Tout a été fait pour nous. C'est vrai que les dessins, il y a peu de texte. La cinématique permet d'aller vraiment directement au risque. L'accueil du nouvel arrivant est très important en termes de sécurité et aussi d'intégration. Avant l'arrivée de chaque chantier, je passais énormément de temps là-dessus. Je devais vérifier ces informations, je devais imprimer, je devais l'archiver. Déjà, le papier, c'est du gaspillage et puis ça nous prend du temps. Et une fois qu'on a terminé, ça permet de... Hop, on a tout l'historique qu'on peut partager directement par mail. Ah ouais, c'est rapide, efficace. Là, voilà, j'ai plus qu'à envoyer et c'est transmis. Je vous l'ai fait en live. Alors, comme vous avez pu le voir via l'application Check Chantier, vous pouvez notamment accueillir directement votre personnel, donc via l'onglet Accueillir du personnel. Vous y trouverez un livret d'accueil de façon illustrée sur l'ensemble des risques et vous pouvez directement enregistrer l'accueil et le transmettre. D'autres fonctionnalités existent sur l'application Check Chantier, notamment le contrôle des engins, que ce soit des engins en propre ou en location qui arrivent sur chantier et vous pouvez établir
un contrôle de ces engins, notamment par exemple la bonne présence de la VGP, donc la vérification générale périodique. Vous pouvez vous assurer de l'état des pneus, vous pouvez vous assurer de l'absence de fuite. Donc vous pouvez réaliser ces contrôles directement sur l'application et les enregistrer. Vous pouvez faire la même chose sur les échafaudages. Vous pouvez réaliser la vérification de l'échafaudage, qu'elle soit quotidienne ou bien trimestrielle. Vous pouvez réaliser directement le contrôle de l'échafaudage sur l'application et l'enregistrer. Vous pouvez aussi contacter directement un conseiller OPP-BTP, puisque si vous avez une question en lien avec la prévention, il suffit de vous rendre sur l'application Check Chantier et de pouvoir contacter directement un conseiller OPP-BTP via téléphone, via chat, pour pouvoir vous aider à résoudre une problématique. D'autres fonctionnalités que vous trouverez sur l'application Check Chantier, où on met en lien différentes applications. Vous pouvez y trouver des applications météo ou bien des applications sur la disponibilité des toilettes publiques les plus proches, par exemple, ou bien des applications de sonomètre, ou bien de calcul d'arrimage, par exemple. Vous avez aussi, pour finir, une application sur en cas d'urgence qui permet de rappeler notamment les numéros à contacter en cas de situation d'urgence et surtout de se rappeler de la procédure, puisque dans ce type de situation, souvent, la panique peut prendre le dessus et le fait d'avoir une application pour savoir où est-ce qu'on peut aller permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons terminé pour cette thématique-là. Donc, on a vu que l'anticipation et l'organisation d'un chantier était primordiale pour pouvoir faire au mieux que le chantier se déroule dans de bonnes conditions, mais pour prévenir au mieux les conditions de travail, la prévention sur chantier via différents outils, le mode opératoire, le document unique, le PPSPS, qui vous permettent d'anticiper, de préparer au mieux vos chantiers. Pour finir, je vais laisser la parole à Jérémy qui vous pose quelques questions. Merci Virginie. Donc, comme on a ouvert cette session par 2 questions, nous allons finir par 2 autres questions. Donc, quand mon équipe intervient sur un chantier avec d'autres entreprises, les risques sont uniquement ceux liés à l'activité de mon équipe. Donc, comme tout à l'heure, vous allez avoir la petite fenêtre où vous allez pouvoir répondre et donner votre avis. Donc, le temps que tout le monde réponde, je vais juste compléter les propos de Virginie. On peut également trouver sur l'application Check Chantier, normalement, l'application Je balise, qui peut aider les entreprises TP comme bâtiment qui peuvent intervenir à proximité des voies publiques et donc connaître les types de panneaux et de signalisation à mettre en place. Donc, les résultats nous arrivent. Donc, exactement, c'est faux, hein. Vous connaissez vos propres risques. Sur un chantier avec de la coactivité, il y a les risques exportés. Donc, c'est ceux occasionnés par votre entreprise sur les autres entreprises. Et l'inverse, donc les risques importés qui sont générés par les autres intervenants sur vos collaborateurs. Donc, tout ça, vous allez avoir besoin du PGC, hein, du plan général de coordination, pour connaître au mieux les risques. Donc, la dernière question, comment puis-je réaliser un plan particulier de sécurité et de protection de la santé? Donc, je demande à mon assistante de le faire car elle connaît très bien l'entreprise. Je prévois des mesures spécifiques au chantier en tenant compte du PGC, donc, dont je viens de vous parler. Donc là aussi, normalement, hein, très facile avec tout ce qu'on a pu vous raconter au cours de cette soirée sur ce thème anticipé et organisé. Donc, en attendant que tout le monde finisse de répondre, voilà, là, voilà les réponses. Donc, on a donc la réponse 2, c'est bien ça. Le PGC va vous aider et donc c'est pas forcément à la secrétaire qui a moins de connaissances techniques, mais vous devez forcément adapter votre PPSPS en fonction du chantier et c'est les personnes de terrain qui seront les mieux placées
pour pouvoir réaliser ce PPSPS. Donc, on vous remontre le programme. Donc, demain, il reste quelques sessions si jamais vous souhaitez vous inscrire. Vous devriez avoir également un questionnaire qui doit être en train de vous être transmis pour connaître votre avis et vos attentes sur cette semaine de la prévention. Remplissez-le bien, prenez le temps, puisque c'est avec ce questionnaire-là que vous allez pouvoir récupérer ce PowerPoint, enfin ce webinaire. Vous l'aurez en accès pour pouvoir le montrer à l'ensemble de vos salariés pour transmettre ces messages sécurité. Donc, je tenais à remercier la FFB nationale qui porte cette opération depuis maintenant plusieurs années. Et je vous invite à vous rapprocher de vos fédés départementales qui peuvent également vous aider. Hein. Virginie vous en a parlé sur les questions, sur les ateliers documents uniques ou PPSPS, et à vous rapprocher des partenaires que nous sommes, les services de santé ou la CNAM. Donc, je passe la parole à Virginie. Je vous remercie. Nous tenions aussi à vous remercier et à remercier la Fédération française du bâtiment pour pouvoir d'organiser cette semaine de la prévention. Merci beaucoup. Je m'associe aux remerciements de mes collègues et puis je voulais juste vous préciser que la Fédération française du bâtiment avait signé avec l'assurance maladie une convention vous permettant de bénéficier de subventions. Si vous vous questionnez sur votre organisation, la logistique sur vos chantiers, n'hésitez pas, vous pouvez être accompagné. Il en est de même pour les maîtres d'ouvrage. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous.